La question que Billy Melman vous a adressée concerne le rôle d'Alexandrine dans cette correspondance. Est-ce que Alexandrine est simplement un réceptacle? Est-ce qu'Alexandrine est simplement une destinataire? Ou est-ce qu'elle joue un rôle actif en tant que destinataire féminin également? Cette question concerne également le fait que vous ayez évoqué 2 autres personnages féminins dans votre conférence. Et voilà, donc est-ce qu'il est possible d'élargir un peu le rôle? Est-ce qu'elle est simplement un instrument ou un agent actif d'un échange qui aurait une signification? Oui, merci pour cette question. Cette correspondance, comme je vous le disais, est très dense chronologiquement. Ce sont des lettres longues de 4 pages, des lettres quotidiennes dans une grande partie de cette correspondance. Et ce qui est merveilleux, on n'a pas vraiment les lettres d'Alexandrine. Enfin, on n'en a qu'une partie. Donc, on doit lire cette correspondance uniquement à travers les lettres de Zola. Mais ce qui est merveilleux, en effet, c'est qu'on voit parfaitement le dialogue qu'il y a entre eux et combien Alexandrine n'est pas simplement la destinatrice de cette correspondance, mais combien elle joue un rôle actif dans les décisions que Zola lui transmet, dans cette sorte de dialogue constant qu'il y a entre eux. Alors vous l'avez senti, sans doute, au moment décisif de novembre 97, il y a 2 attitudes. D'une part, une attitude qui consiste de la part de Zola à la rassurer, parce qu'il voit bien qu'elle a peur de cette décision qu'il va prendre. Et puis une deuxième attitude, ensuite, qui consiste à la mettre devant le fait accompli. Car sans doute, s'il avait discuté avec elle dans le détail du moment de l'écriture du premier article, il aurait ressenti de sa part des réticences. Mais ce qui est merveilleux de la part d'Alexandrine, c'est qu'ensuite, elle va être d'accord avec la décision. C'est-à-dire qu'elle est sans doute inquiète, mais une fois qu'il s'est lancé, elle le suit. Et en tout cas, c'est toute leur histoire à eux, compliquée, mais au moment de l'exil, elle jouera un rôle absolument essentiel, un rôle qui fait qu'elle le remplace à Paris, qu'elle le soutient moralement, elle le rejoindra en partie à Londres pendant quelque temps. Donc, c'est en effet une femme très forte, une femme qui n'est pas simplement dans un rôle passif, mais elle construit avec Zola un véritable dialogue intellectuel. Je pense aussi à toutes leurs réflexions sur la façon dont progresse l'enquête de la Cour de cassation dans les mois de janvier-février 1899, au moment où se joue la loi de dessaisissement, qui est une loi qui risque de tout faire basculer. Le personnage d'Alexandrine montre sa fermeté et sa lucidité intellectuelle devant tous ces événements. Je voudrais d'abord répondre à la question de monsieur sur Steiner. D'abord, je me méfie toujours de toute explication téléologique. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse lire Mirbeau et l'affaire Dreyfus comme tendant vers une réalisation ultérieure qui en serait l'explication rétrospective. D'autre part, dans le livre de Steiner, l'un des paradoxes qui est mis en évidence n'est pas exactement celui que Mirbeau met en évidence, c'est-à-dire c'est le paradoxe de l'homme cultivé qui est capable de jouer Bach et de jouer son rôle dans un camp de concentration. Comment est-ce possible ce choc entre l'horreur d'un côté et la culture? Chez Mirbeau, Joseph, par exemple, n'est pas un homme de culture. Hein. Il veut un sabre, il adore Drummond, enfin, c'est un esprit ordinaire. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est précisément dans la représentation littéraire, l'évolution de la représentation du mal. Au XIXe siècle, pour faire les choses, et forcément en grossissant à l'excès le trait, le mal est toujours extraordinaire. Il y a donc quelque chose de sublime, même si c'est un sublime de l'horreur. Avec Mirbeau, les personnages maléfiques, enfin je pense surtout à Joseph, est un homme totalement ordinaire. Et néanmoins, c'est un criminel, et un criminel dont on peut penser qu'il ira loin. Et dans cette représentation littéraire et dans cette approche du mal, il y a quelque chose de profondément moderne, qui ressurgira certainement, je pense au livre d'Hannah Arendt auquel je faisais allusion, à propos du procès Eichmann, et à travers la figure d'Eichmann. Voilà. S'agissant de votre question, madame, sur la réception de Mirbeau, il a été très partiellement et assez mal compris. Le journal d'une femme de chambre a été
lu par toute une partie de la presse comme un livre pornographique. Parce que l'entrée dans les intérieurs bourgeois dévoile toutes les turpitudes des maîtres et leurs vices. Et Mirbeau le montre d'une manière assez crue. Et puis, il y a eu aussi la tentation de lire ces ouvrages dans l'optique d'une esthétique décadente, c'est-à-dire au fond du débordement d'un imaginaire fin de siècle qui renchérirait dans des situations romanesques déconnectées de la réalité. Une sorte de triomphe de l'imaginaire qu'on opposerait à la réalité. Or, il me semble précisément que c'est le contraire, que par le biais de l'allégorie, cet imaginaire nous ramène au cœur de la réalité, nous ramène au cœur de l'affaire. Et c'est ce qui est intéressant. Mais ça a été très mal compris.